La science d'aujourd'hui et les innovations technologiques de notre époque sont le fruit d'un héritage qui remonte à plusieurs millénaires. Cet héritage s'est diffusé dans le temps au travers des anciennes civilisations antiques telles que l'Égypte, l'Inde, la Chine, la Grèce et bien d'autres. Il est donc intéressant de comprendre comment ces savoirs scientifiques ont pu évoluer et se transmettre pour arriver jusqu'à nous, et donc ainsi continuer à influencer sur notre vie du quotidien. Comme l'indique le titre de la vidéo, je vais me concentrer ici sur les contributions de la civilisation gréco-romaine médiévale, dite byzantine. Alors, l'Empire romain d'Orient, que les historiens modernes appellent Empire byzantin, était un vaste territoire qui a perduré pendant plus de 1000 ans. Il est souvent associé à son rôle de rempart contre les invasions venues de l'Est, ou encore à ses trésors artistiques et religieux. Mais il faut savoir qu'il a également été un centre scientifique majeur. Donc, dans cette vidéo, on va explorer les inventions et contributions scientifiques byzantines dans des domaines aussi variés que la médecine, l'astronomie, l'architecture et leur impact à long terme. C'est un sujet très intéressant car il permet de comprendre la transmission et les évolutions du savoir entre l'Occident et l'Orient, de l'Antiquité tardive jusqu'à la Renaissance. Tout d'abord, un peu de contexte. En 395 après Jésus-Christ, l'Empire romain a connu une division définitive de son territoire. Étant trop vaste et en proie à de nombreuses menaces, gouverner efficacement par un seul empereur était devenu très difficile. C'est ce qui a donc donné l'Empire romain d'Occident, qui s'effondrera en 476, et l'Empire romain d'Orient, qui lui va perdurer jusqu'en 1453. Constantinople, sa capitale anciennement appelée Byzance, devient un centre intellectuel majeur où se rencontrent et se mêlent les savoirs de l'Antiquité classique. Contrairement à une idée répandue, les Romains d'Orient, appelés plus communément les Byzantins, ne se sont pas contentés de préserver les connaissances anciennes. Ils les ont développées, enrichies et transmises à travers les siècles. Plus concrètement, nous allons voir comment la civilisation romaine orientale médiévale, que j'appellerai la civilisation byzantine pour simplifier, a laissé sa marque dans 3 domaines clés, la médecine, l'astronomie et l'architecture. Petit aparté, l'invention scientifique la plus connue de la civilisation byzantine est probablement le feu grégeois, mais je pense que j'en parlerai plus en détail dans une future vidéo traitant de l'aspect militaire. Alors, commençons par la médecine. Les Byzantins ont hérité des savoirs médicaux grecs et romains, mais ils ont également fait d'importantes avancées dans le domaine. Des médecins comme Oribase et Aétios d'Amida ont compilé de vastes traités médicaux. Oribase, par exemple, a créé une encyclopédie médicale en 70 volumes, couvrant des sujets aussi variés que la chirurgie, la pharmacologie et l'anatomie. Ces ouvrages ont été des références pendant des siècles. Les Byzantins ont aussi été les premiers à développer des hôpitaux publics, un concept qui était révolutionnaire pour l'époque. Ces hôpitaux offraient des soins aux malades en fonction de leurs besoins spécifiques, avec des départements spécialisés pour chaque maladie. Ils sont souvent crédités de l'un des premiers systèmes d'hôpitaux publics, mais il est important de préciser qu'ils n'étaient pas forcément les tout premiers à concevoir des structures pour le soin des malades. Les Égyptiens, les Grecs et les Romains avaient déjà des institutions médicales, mais elles étaient souvent réservées à des groupes spécifiques, comme les militaires. Donc ce qui distingue les Byzantins, c'est l'innovation d'hôpitaux publics accessibles à tous, indépendamment de leur statut social, où les soins médicaux étaient fournis gratuitement. Sous l'Empire byzantin, notamment à partir du règne de Basile Ier au IXe siècle, des hôpitaux tels que ceux de Constantinople étaient organisés de manière à offrir des soins complets avec des services spécialisés pour différentes maladies et des médecins professionnels à demeure. Ces institutions étaient souvent associées à des monastères, ce qui les rendait accessibles à la population générale. Il faut cependant noter que dans certaines cultures comme celle de l'Inde antique ou dans le monde islamique, des formes d'hôpitaux existaient déjà également. Les Byzantins ont systématisé et institutionnalisé le modèle d'hôpital public avec une organisation soignée. On n'est pas non plus dans le délire de la sécu et des mutuelles, mais ça reste une contribution marquante, bien que le concept d'institution de soins n'était pas totalement nouveau. Passons maintenant à l'astronomie. Alors, l'astronomie byzantine est un autre domaine souvent méconnu. Grâce à la continuité des études grecques et aux échanges avec le monde islamique, les Byzantins ont joué un rôle clé dans la préservation et le développement des savoirs astronomiques. Jean Philopon, un philosophe byzantin du VIe siècle, a critiqué certains aspects de la physique aristotélicienne, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles réflexions sur l'astronomie et la physique. Et là, vous allez me dire mais Jamy, c'est quoi la physique aristotélicienne ? Eh ben, je vais vous le dire. La physique aristotélicienne est le système de compréhension de la nature développé par le philosophe grec Aristote au IVe siècle avant Jésus-Christ.
elle a dominé la pensée scientifique pendant des siècles, notamment durant l'Antiquité et le Moyen-Âge. Aristote proposait une série de concepts pour expliquer le mouvement, la nature des objets physiques et les relations entre les éléments de l'univers. Donc notre ami Jean Philopon a remis en question certaines des idées d'Aristote. Il a critiqué notamment la notion selon laquelle une force continue est nécessaire pour maintenir un objet en mouvement. Il a donc introduit le concept de l'impetus, une idée proche de l'inertie moderne, où un objet continue de se déplacer même en l'absence de force, ce qui est plus en accord avec la physique de Newton développée beaucoup plus tard. Il a donc anticipé certaines critiques qui ont contribué à l'abandon de la physique aristotélicienne en faveur de la physique moderne. Donc Philopon, c'est finalement l'un des premiers à avoir ouvert la voie vers un changement de paradigme dans la compréhension du mouvement, en posant des questions fondamentales sur les idées d'Aristote, qui allait être revisité des siècles plus tard pendant la Renaissance scientifique. Un autre exemple plus tardif, c'est Léon le mathématicien, qui alors visiblement on ne connaît pas son nom, du coup on l'appelle par son métier. Il a perfectionné les techniques de navigation astronomique en utilisant des instruments sophistiqués. Il est réputé pour avoir conçu et amélioré des instruments astronomiques tels que les astrobales, qui permettaient d'observer et de calculer la position des astres. Ces instruments étaient essentiels pour la navigation maritime car ils aidaient les marins à se repérer en haute mer en déterminant leur position par rapport aux étoiles et aux planètes. Donc l'astrobale, plus concrètement, c'est un instrument qui permet de mesurer la hauteur des étoiles au-dessus de l'horizon et ainsi de déterminer l'heure ou la latitude. Léon aurait donc développé cet outil pour le rendre plus précis et plus utile en navigation. Il a également travaillé sur les cadrans et les sphères armillaires qui servaient à modéliser le mouvement des corps célestes et à effectuer des calculs astronomiques complexes. Alors grâce à ses avancées dans la compréhension des mouvements des astres et à ses améliorations des instruments de mesure, il a contribué à rendre la navigation maritime plus sûre et plus fiable. À une époque où les marins devaient se repérer essentiellement grâce aux étoiles, ces perfectionnements étaient cruciaux pour éviter de se perdre en mer, surtout en l'absence de systèmes de navigation modernes comme la boussole ou le GPS. Les techniques et instruments perfectionnés par Léon ont ensuite été récupérés par l'Europe occidentale, notamment durant la Renaissance, lorsque l'intérêt pour l'astronomie et la navigation a explosé avec la fameuse période des grandes explorations. Alors, ce qui est intéressant avec notre pote Léon, c'est qu'il a également inventé divers dispositifs mécaniques et automates, certains destinés à des démonstrations pour la cour impériale. Il était aussi particulièrement célèbre pour avoir créé un système de télégraphe à signaux lumineux utilisé pour transmettre des messages entre Constantinople et ses frontières éloignées. Son concept reposait sur l'utilisation des miroirs et des feux pour transmettre des messages sur de longues distances. Ce réseau de communication optique permettait donc de relayer rapidement des informations entre la capitale, Constantinople, et les postes militaires éloignés aux frontières de l'Empire byzantin. Plus concrètement, ce système de communication fonctionnait par une série de tours ou de postes d'observation placés à des distances régulières. Ces tours étaient équipés de miroirs ou de torches qui reflétaient la lumière ou utilisaient des signaux lumineux pour coder les messages. Les messages en question étaient probablement transmis sous forme de signaux simples, comme des flashs de lumière, correspondant à des lettres ou à des chiffres. Ce type de communication était inspiré de techniques déjà connues dans le monde antique, comme les signaux de fumée, mais Léon l'a perfectionné pour permettre des communications plus complexes et plus précises. Cette innovation était particulièrement utile pour la transmission rapide des informations militaires, comme des alertes d'invasion ou des mouvements de troupes, ce qui permettait à l'Empire byzantin de réagir plus efficacement aux menaces extérieures. Léon a ainsi contribué à l'amélioration des défenses militaires de l'Empire en facilitant une communication plus rapide entre Constantinople et ses garnisons frontalières. Il est également connu pour ses automates, qui sont en fait des dispositifs mécaniques impressionnants qu'il construisait pour divertir la cour impériale et démontrer son génie en ingénierie. Il n'y voyait pas de jeu de mots. Ces automates faisaient partie des merveilles technologiques de l'époque et incluaient des machines capables d'exécuter des mouvements autonomes. Parmi les automates qui sont attribués à Léon, on peut trouver par exemple des oiseaux mécaniques qui chantaient et bougeaient installés dans le palais impérial, ou encore un lion mécanique qui rugissait et bougeait exposé à la cour pour impressionner les invités étrangers. Ces automates avaient une fonction symbolique qui démontrait non seulement l'ingéniosité technologique des Byzantins, mais aussi la puissance et la richesse de l'empereur qui pouvait se permettre de financer de telles œuvres pour éblouir ses visiteurs.
Mais s'il y a bien un domaine où l'influence byzantine est encore visible aujourd'hui, c'est l'architecture. La construction du célèbre dôme de la basilique Sainte-Sophie est un exploit architectural qui a marqué l'histoire. En fait, l'innovation byzantine dans la construction du dôme de la basilique Sainte-Sophie, la Hagia Sophia, va au-delà de ce que les anciens Romains avaient accompli en introduisant des techniques qui ont marqué l'histoire de l'architecture de manière unique. L'innovation majeure de la basilique Sainte-Sophie réside dans l'utilisation des pendentifs pour soutenir son immense dôme central. Alors, un pendentif en architecture, c'est une surface triangulaire courbée qui permet de faire la transition entre une base carrée, la structure de l'édifice, et un dôme circulaire. Les Romains de l'Antiquité utilisaient des tambours circulaires pour poser leur dôme, comme au Panthéon, mais les pendentifs de Sainte-Sophie représentaient une solution plus élégante et plus efficace pour soutenir un dôme colossal tout en permettant une meilleure répartition du poids. Sainte-Sophie a directement influencé l'architecture de nombreuses églises byzantines ultérieures et même des mosquées ottomanes après la conquête de Constantinople. C'est en partie parce que le dôme de Sainte-Sophie a été reproduit dans de nombreux édifices religieux que l'architecture byzantine a marqué durablement les siècles suivants. Pour citer des exemples précis, on peut noter que des édifices tels que la mosquée bleue à Istanbul ou la mosquée de Selimi à Edirne reprennent clairement la structure et le style du dôme de Sainte-Sophie. En plus de leur génie architectural, les Byzantins ont aussi conçu des ouvrages d'ingénierie impressionnants. Il faut savoir que Constantinople était une ville immense pour son époque et son approvisionnement en eau représentait un défi logistique majeur. Les Byzantins ont dû donc améliorer et étendre les infrastructures hydrauliques héritées de l'époque romaine pour soutenir une population qui fluctuait entre 500 000 et 1 million d'habitants à son apogée. Les aqueducs de Valence, construits en 373 après Jésus-Christ, en sont un exemple impressionnant. Long de 426 km à leur apogée, ils constituent l'un des systèmes d'aqueducs les plus longs de l'histoire, dont il ne reste plus qu'une infime fraction aujourd'hui. Alors, nos chers Byzantins ont non seulement amélioré le réseau d'aqueducs, mais ils ont aussi innové dans le stockage de l'eau. On peut citer la célèbre citerne basilique, qui est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie. Elle pouvait stocker environ 80 000 mètres cubes d'eau, ce qui fait environ 80 millions de litres, pour approvisionner la ville en cas de siège ou de pénurie. C'était un vaste réservoir conçu sous terre et une structure impressionnante. 143 mètres de long, 65 mètres de large, 9 mètres de hauteur avec 336 colonnes de marbre. C'est une prouesse technique qui permettait à la ville de survivre même en cas de coupure des aqueducs ou en période de crise, notamment lors de nombreux sièges subis par la ville, dont je ferai une série de vidéos dédiées là-dessus. Alors, après la chute de Constantinople en 1453, de nombreux érudits byzantins se sont réfugiés en Europe de l'Ouest, emportant avec eux leurs connaissances scientifiques et philosophiques. Ces savants ont joué un rôle clé dans l'émergence de la Renaissance en introduisant ou réintroduisant les œuvres de l'Antiquité grecque et romaine en Occident. Pour entrer un peu dans le détail, je vais citer quelques exemples célèbres de réfugiés byzantins qui ont marqué l'histoire. Alors nous avons Jean Bessarion. Lui, il est surtout connu pour ses efforts visant à préserver les œuvres de la philosophie grecque. Il a rassemblé une vaste bibliothèque de manuscrits grecs qu'il a finalement léguée à la ville de Venise, contribuant ainsi à la création de la bibliothèque Martiana. Bessarion a aussi encouragé la traduction en latin des textes de Platon et d'Aristote, stimulant ainsi le renouveau de la philosophie classique en Europe. Nous avons ensuite Gémiste Pléton. Alors, bien qu'il soit mort avant la chute de Constantinople, ses idées ont largement influencé les érudits italiens, comme Marsile Ficin. Lors du concile de Florence, qui se situe entre 1438 et 1439, Pléton a impressionné les humanistes occidentaux par sa connaissance de Platon, contribuant à la réintroduction de la philosophie platonicienne en Europe. Son ouvrage le plus célèbre, qui se nomme Le Traité des lois, a été redécouvert après sa mort et a eu une influence sur la pensée politique et religieuse de l'époque. Enfin, nous avons Démétrios Chalcondyle. Alors lui, il est surtout célèbre pour avoir édité la première édition imprimée d'Homère en 1488, ainsi que d'autres auteurs grecs classiques comme Isocrate. Donc finalement, à une époque où de nombreuses œuvres classiques étaient peu connues ou négligées en Occident, ces exilés byzantins ont permis une redécouverte des textes de l'Antiquité grecque,
en particulier ceux de Platon, d'Aristote et d'Homère. Cette transmission du savoir a non seulement alimenté le mouvement humaniste de la Renaissance, mais il a également jeté les bases de la révolution scientifique et culturelle de l'Europe moderne. Ces réfugiés ont également permis la préservation de nombreuses œuvres littéraires, philosophiques et scientifiques grecques qui auraient très bien pu être perdues sans leur intervention. Ils ont donc contribué à former une génération de penseurs européens qui ont transformé la culture, la science et la philosophie occidentale pour les décennies à venir. En conséquence, on peut dire que les avancées scientifiques et culturelles de la civilisation romaine médiévale, donc dite byzantine, ont influencé non seulement le Moyen-Âge, mais aussi les siècles suivants. Pour résumer, l'Empire byzantin a été bien plus qu'une simple continuation de l'Empire romain. Ses contributions dans des domaines tels que la médecine, l'astronomie et l'architecture ont marqué l'histoire de la science et continuent de fasciner les chercheurs d'aujourd'hui. Voilà. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker ou mettre un commentaire et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt!